Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Et c'est avec Guillaume Larrivé, député Les Républicains de Lyon. Oui, et puis on le précise, il y a un petit décalage. Évidemment, c'était à 7h40, mais un petit problème de transport. Bonjour Guillaume Larrivé. Bonjour. Les municipales sont-elles en danger, perturbation ou pas, par le coronavirus, même si le gouvernement exclut de les reporter pour l'instant? Vous pensez qu'il peut y avoir un impact alors, sur la tenue et puis même sur les résultats? Moi, je souhaite évidemment que les élections municipales se tiennent comme prévu le dimanche 15 mars. C'est un grand rendez-vous démocratique qui ne doit pas être annulé, qui ne doit pas être reporté. D'ailleurs, techniquement, s'il fallait le reporter, il faudrait voter une loi. Mais surtout, ce que je voudrais dire sur cette histoire du coronavirus. Moi, je ne suis pas infectiologue, je ne suis pas spécialement plus informé que les citoyens qui nous écoutent. Je suis député d'opposition. Je voudrais qu'on reste raisonnable et responsable. Le coronavirus. Alors, ça veut dire quoi? Raisonnable et responsable? Ça veut dire que, manifestement, le coronavirus, heureusement, ça n'est pas la peste. Non. C'est quelque chose de très préoccupant, c'est une épidémie, même une pandémie qui est devant nous. Je pense qu'il faut être raisonnable, c'est-à-dire faire globalement plutôt confiance aux autorités sanitaires de notre pays. C'est un député d'opposition qui vous le dit. Moi, je ne veux pas du tout qu'on s'embarque dans des petites polémiques débiles. Voilà, je pense plutôt faire confiance. Morts quand même en Italie, oui, en l'espace d'un mois. Je ne vous dis pas du tout qu'il n'y a aucun danger. Non, pas du tout. Il y a une crise sérieuse, avec une certaine gravité, qui peut avoir un impact sanitaire très préoccupant, mais aussi d'ailleurs un impact économique. Il faut être raisonnable et responsable, y compris dans nos comportements quotidiens les uns ou les autres. Voilà. Mais gardons quand même la tête froide, c'est ça que je veux dire. Je ne suis pas sûr que le fait que la plupart des chaînes info fassent ça en non-stop H24, ça me paraît peut-être un peu too much, pour le dire de manière directe. Oui, trop dans l'ensemble des médias. C'est très préoccupant, mais encore une fois, c'est pas non plus, c'est pas la peste. Voilà, mais si on ne le faisait pas, on nous reprocherait aussi de ne pas tout dire, quoi. Est-ce que d'ailleurs vous avez l'impression qu'on nous dit tout et que les autorités communiquent suffisamment et que c'est clair? Je suis pas du tout, encore une fois, dans un schéma complotiste. Je ne veux pas non plus être dans une espèce de polémique absolument inutile. Voilà, on a des autorités sanitaires qui font sans doute ce qu'elles peuvent. J'espère que la chaîne sanitaire, la chaîne hospitalière tiendra dans la durée, parce que c'est ça, c'est une épreuve dans la durée. On est actuellement au stade 2, on sera nécessairement, le moment venu, je ne sais pas quand, dans un stade dit 3 de propagation plus rapide du virus. Voilà, j'espère que la chaîne sanitaire, notamment la chaîne hospitalière, tiendra. Je pense notamment aux divers services de pneumologie, puisque c'est là où ça va évidemment se passer. Voilà, essayons-nous, citoyens, d'être politicienne. Non, essayons-nous, citoyens, d'être raisonnables et responsables autant que possible. Voilà. Guillaume Larrivé, est-ce qu'il y aurait besoin d'une communication au Parlement? Le président Emmanuel Macron va recevoir des scientifiques cet après-midi, une trentaine de médecins pour faire le point. Est-ce que vous pensez aussi qu'il devrait lui-même communiquer, s'adresser aux Français ou d'une manière ou d'une autre s'adresser au Parlement? Le ministre de la Santé le fait. C'est aussi le job de la Commission des Affaires sociales de s'en occuper, mais c'est pas le point clé. Le point clé, ça va être, encore une fois, la capacité de la chaîne administrative hospitalière, médicale, à tenir dans la durée. C'est vraiment cette notion de durée que je veux insister. Parce qu'on est parti pour plusieurs mois, manifestement, de crise. Oui, mais il y a eu cette polémique, par exemple, sur les masques, quoi. On ne sait pas vraiment quels sont les stocks précis, est-ce qu'ils doivent être bien distribués ou pas? Je n'ai pas d'informations pertinentes à donner sur les masques. Encore une fois... On se demande si c'est bien préparé, quoi. S'il y avait des stocks suffisants, si on avait anticipé. Je veux vraiment pas nourrir un procès. Pardon, vous n'obtiendrez rien de plus de moi, parce que je pense que ça serait irresponsable. Vous voyez, comme un responsable des Républicains, je peux pouvoir aujourd'hui. Si j'étais ministre de la Santé aujourd'hui, j'aurais la même administration et sans doute les mêmes contraintes à gérer. Et par conséquent, je veux pas être dans une posture de petit donneur de leçons. On a une crise à laquelle la nation doit faire face. Encore une fois, c'est pas la peste, mais c'est important, et donc il faut qu'on soit responsable, raisonnable, et faire confiance autant que possible aux autorités sanitaires. Moi, ma pensée, elle est d'abord aux acteurs de terrain qui ont géré ce truc à l'hôpital d'Auxerre, à l'hôpital de Dijon, etc. C'est ça qui compte aujourd'hui, et je pense que nous, on ne doit pas en rajouter. Alors, avant de parler des retraites, la crise des réfugiés aux portes de l'Europe, vous craignez une crise migratoire comme celle de 2015 ou pas?
pour le coup, la menace du chaos migratoire est évidemment devant nous. On voit bien que... Chaos migratoire. Oui, la menace du chaos migratoire est devant nous. Erdogan appartient théoriquement à l'OTAN, mais il ne se comporte pas en allié, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il est absolument impératif que la France soit en pointe pour projeter avec d'autres États européens des gardes frontières en appui des fonctionnaires et des militaires. C'est-à-dire qu'il faudrait envoyer des troupes supplémentaires aujourd'hui. Je ne parle pas de troupes militaires, je parle de gardes frontières. Gardes frontières, non mais c'est ça. Mais, concrètement de membres de la police aux frontières, en appui aux autorités grecques, en appui aussi dans les Balkans. Il est impératif que la France et nos États partenaires de l'Union européenne démontrent une vraie capacité concrète à protéger les frontières extérieures de l'Europe. Autrement, là aujourd'hui, il n'y a pas de véritable protection. C'est pas suffisant en tout cas. Il y a de la part des autorités grecques des efforts. Il est absolument impératif qu'on les aide concrètement, parce qu'il faut que les mots aient un sens. S'il y a des frontières extérieures de l'Union européenne, les frontières ne sont pas faites pour être franchies. Autrement, il n'y a plus de frontières. Autrement, il y a un ensemble qui est une espèce de terrain vague ouvert à tous les vents. Moi, je ne veux pas qu'on reproduise les erreurs de 2015. Les erreurs de 2015, notamment l'erreur historique de la chancelière Merkel en 2015, a déstabilisé l'Union européenne. Et donc, je ne veux pas du tout qu'on ait ça. Et alors là, pour le coup, il n'y a pas eu suffisamment, de mon point de vue, d'anticipation. Ça fait déjà une dizaine de jours qu'avec d'autres, j'ai appris que ça ne dégénère, parce qu'il y a eu des tirs quand même à la frontière entre Grecs et puis migrants. Ça peut devenir effectivement beaucoup plus dangereux. C'est une situation évidemment d'une extrême gravité. Je vous parlais des gardes frontières physiques à la frontière terrestre. Il faut aussi, et ça fait des années que nous le disons, que s'agissant de la Méditerranée, on ait des opérations navales beaucoup mieux organisées pour maîtriser la Méditerranée. Si l'Europe de Schengen a été construite de travers il y a une vingtaine d'années, c'était dans l'idée qu'on assurait la libre circulation des Européens à l'intérieur de l'Europe, mais qu'on avait à l'extérieur de l'Europe des frontières qui étaient des frontières. Encore deux questions sur cette crise. Vous qui travaillez beaucoup sur les questions de djihadisme notamment, est-ce que vous craignez qu'il y ait de nouveau, comme ça avait été le cas parmi ces migrants, de potentiels djihadistes? C'est évidemment, hélas, une possibilité. Je ne dis pas naturellement que tous ces pauvres gens sont tous potentiellement des terroristes. C'est pas du tout ça que je dis, ça serait stupide et même assez infâme. En revanche, ce serait parfaitement irresponsable de ne pas envisager que parmi ces flux, il y ait évidemment des individus infiltrés ayant comme projet de commettre des actes de djihadisme sur le sol européen. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut que le contrôle aux frontières existe et existe vraiment avec des consultations de fichiers, avec concrètement une organisation qui fasse que le continent européen soit réellement protégé. D'autant que, Patrick Roger, on a sur le territoire national en 2020 de véritables urgences. Je pense naturellement à la question de la libération des djihadistes. Vous avez 541 terroristes islamistes actuellement incarcérés dans les prisons françaises. On avait une quarantaine qui sont libérés dès 2020, une cinquantaine en 2021, une cinquantaine encore en 2022, près de 150 donc dans les 3 ans qui viennent. C'est pour ça aussi que j'ai plaidé pour qu'on crée un mécanisme de rétention judiciaire, y compris d'ailleurs par référendum. Erdogan, il faut le mettre au banc de l'OTAN. Il faut être très ferme avec lui. Aujourd'hui, on assiste en réalité, hélas, à une explosion de ce qu'était le concept d'Occident d'un point de vue militaire, pour partie du fait des errances de Donald Trump, pour partie aussi du fait de la logique d'empire ottoman qui est celle d'Erdogan. Je pense qu'on aura, hélas, en 2020, un moment de vérité s'agissant de l'OTAN. Je ne suis pas du tout dans une logique va-t-en-guerre. Je ne dis pas qu'il faut déclarer la guerre demain matin au nouveau sultan ottoman. Mais manifestement, il ne se comporte pas aujourd'hui en allié. Voilà. Ça, il faut quand même en tirer les conséquences. Il faut quand même en tirer les conséquences. On est censé être membre d'une même alliance, l'Alliance Atlantique, et aujourd'hui, il se comporte de manière manifestement non coopérative, de manière manifestement hostile. Guillaume Larrivé, un mot de la réforme des retraites. Une étude de l'Institut Montaigne, publiée ce matin, montre que le report de l'âge de départ est inéluctable, car le déficit du système sera plus important que ce que dit le gouvernement. Évidemment. Vous êtes sur cette ligne d'un report de l'âge légal? Évidemment, c'est ce que nous disons depuis des années, dans la continuité d'ailleurs des réformes qui avaient été entreprises autrefois par M. Balladur, puis par M. Sarkozy, etc. Et la position aujourd'hui que je défends avec mes collègues à l'Assemblée nationale comme au Sénat, c'est une position de vérité. Vous et moi, on vivra en principe plus longtemps que nos parents ou nos grands-parents
en bonne santé. En tout cas, on peut l'espérer de manière raisonnable. Ça veut donc dire que dans la durée, on travaillera plus longtemps. Et donc oui, il faut dire la vérité aux Français. Et le grand reproche que j'ai fait dans cette affaire à Édouard Philippe et à Emmanuel Macron, c'est d'avancer en crabe, de dire les trucs sans trop les dire, de dire état d'exception, de faire voter, d'ailleurs de plus faire voter avec le 49.3. Et sur cette réforme alors des retraites maintenant, est-ce que, comme le dit François Ruffin, il faudrait une dissolution de l'Assemblée nationale, en fait, au-delà, après ? Mélangeons pas tout. S'agissant de la question des retraites, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on vote un vrai allongement de la durée de travail, donc un report de l'âge légal en allant vers 65 ans, tout en aménageant des régimes de pénibilité pour prendre en compte la situation des travailleurs qui travaillent le plus durement. C'est vraiment ce qu'on a souhaité, et c'est la contre-proposition qu'on continue à formuler de manière très construite. Et vous verrez d'ailleurs qu'au Sénat, nos collègues voteront un contre-projet qui dira cela dans les semaines à venir. Voilà. Pour le reste, la respiration démocratique, moi j'ai pas été convaincu par le 49.3. J'ai pas crié au loup, contrairement à beaucoup, parce qu'après tout c'est dans la Constitution, mais il faut jamais oublier que la Constitution originelle, celle de la Ve République, celle du général de Gaulle, elle prévoyait certes des moyens de contrôle du Parlement, Patrick Roger, mais elle prévoyait aussi la consultation directe du peuple de manière régulière. Le référendum, ça existe sur cette question-là ou sur d'autres questions. Moi j'aimerais que de temps en temps on prenne au sérieux les Français, on les consulte. Oui, et les Républicains, il faut qu'ils tranchent quoi aussi. Est-ce qu'ils sont d'un aspect social ou pas quoi, non ? Ils sont un peu partagés là, divisés, non ? Moi, je reste naturellement engagé au sein de ce mouvement héritier des gaullistes. Je suis membre des Républicains, mais par ailleurs, je préside aussi un mouvement national et libéral qui s'appelle la France demain, pour qu'une ligne qui soit une ligne à la fois très patriotique et une ligne de liberté se fasse plus entendre au sein des Républicains. Et dans les semaines, dans les mois à venir, j'aurai l'occasion de m'exprimer, de prendre des initiatives. Merci Guillaume Larrivé, député des Républicains, d'avoir répondu à nos questions. Donc il y a un petit décalage, évidemment, puisque l'interview était prévue à 7h40, mais avec les transports, voilà, il n'y a pas de problème. Restez avec nous tout de suite, c'est Elisabeth Lévy.